Dans Annecy. Ah oui, Maurice Demers, c'est un gars un peu spécial. Viens, Maurice, viens t'asseoir avec nous. Maurice est d'abord un sculpteur. Et de la sculpture, il est passé au théâtre. T'es passé au théâtre, pourquoi exactement, Maurice? Parce que pour moi, c'était beaucoup plus vivant. En fait, il s'agissait de sortir des vases clos, des ateliers, là, ou des musées fermés, et d'arriver au cœur même du vécu quotidien. C'est ton amour de l'être humain, si je comprends bien. C'est ça, travailler avec les gens et faire des choses par, avec et pour eux au cœur même de la vie quotidienne. Pour moi, c'est très important. On a eu récemment l'occasion, nous, de Radio-Québec, d'assister à une des expériences que fait Maurice. Et je voudrais maintenant qu'on regarde les images tout en continuant à causer avec Maurice. Il s'agit d'une expérience qui s'appelait « Appelez-moi Hansik ». C'est ça. Et on a assisté à ce... C'est pas vraiment un spectacle, tout en étant un. C'est un petit peu complexe et puis je pense que finalement, tu es la meilleure personne pour nous l'expliquer. Ce que c'est exactement que le théâtre d'environnement intégral? Bon, c'est la mise en scène de la vie quotidienne, quoi, pour aller au plus simple. Là. Et puis, là, cette fois-ci, on l'a fait de façon différente des autres fois. C'est qu'en partant, on a fait un spectacle. C'est-à-dire que ce spectacle a été l'aboutissement d'1 mois et demi d'expérience vécue dans un quartier. Auparavant, ce qu'on faisait, c'est qu'on vivait une expérience longuement. Et puis, pendant 1 an, par exemple, Femmes au Centre national des arts, c'était une année d'expérimentation, de travail avec des femmes dans certains milieux. Là, on commence dès le début. Là, on va le début du spectacle. En fait, on met en scène ce qu'on a vécu, ça fait pas longtemps, mais c'est un théâtre perpétuel et progressif. En fait, on va arriver à une fête théâtrale annuelle assez incroyable avec le temps, mais ça, c'est un tout début. Tu dis que tu mets en scène ce qui a été vécu. Moi, il me semble, en tout cas, que ça doit pas être facile. Parce que tu travailles avec les gens dans un quartier donné. C'est ça, oui. Bon, alors j'aimerais que tu expliques là, pour nos téléspectateurs qui, eux, n'ont pas vécu l'expérience, comment ça se passe exactement? C'est-à-dire, comment tu arrives dans un quartier, comment tu t'y implantes, comment tu le choisis, comment tu rejoins les gens? C'est un long processus. Nous sommes en marche dans ce quartier-là depuis le mois de septembre. C'est le quartier Hansik. Il y a le quartier Hansik à Montréal. Oui. Et puis, le début, il s'agissait c'était la période de sensibilisation. En fait, on se sert d'enquêtes démographiques qui existent déjà. On procède à des enquêtes sociologiques. En fait, avant tout, là, on vit dans le milieu. Mais certaines personnes s'occupent aussi de ces enquêtes pour approfondir les besoins et les aspirations des gens. Mais ces enquêtes-là, tu les fais comment? Je veux dire, tu vas chez les gens dans leur cuisine, jaser? Ah oui, ça se fait vraiment avec, par et pour les gens. Parce que nous, on n'est pas intéressés à agir comme des intellectuels qui vont... qui traitent les gens comme des cobayes et qui se servent d'eux pour essayer de faire des études sur un milieu. Ça se fait avec les gens. En fait, on discute, on se rencontre les centres communautaires, par exemple, les gens, tous les jours, là, les loisirs, les responsables, différents organismes du milieu. On les rejoint à travers les masses médias du milieu, les journaux du quartier. Et puis les masses médias en général. Par exemple, quand on a fait le lancement officiel de Appelez-moi Hansik, ça a été lancé dans plusieurs masses médias. Environ 150 personnes nous ont rejoints. Ce qui arrive, c'est que c'est assez intéressant. Là, on sent que les gens s'intéressent à l'affaire et on les invite, on discute avec eux. C'est comme ça que ça part. Et comment es-tu accueilli en général avec ton groupe? Est-ce que les gens participent vite? Tu dis, il y a 150 personnes qui vous ont rejoint. Je ne sais pas, sur une population de combien? C'est 90 000, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mais c'est long. On s'est connu que dans un projet culturel comme ça, il y a environ 10 % des personnes qui participent activement. C'est-à-dire connu à travers le Canada. C'est une enquête assez longue date, ça, qui détermine ça. Maintenant, là, on voit dans ce spectacle 400 personnes pour la première démonstration au bout d'1 mois et demi. C'est quand même assez intéressant de voir. Il y a une chose qui m'a frappée dans l'entretien que Lise a eu avec ses invités, puis avec Anita aussi, c'est le fait que tous soulignent la peur qu'ont les gens de ce qui est gratuit, de ce qui coûte pas assez cher, de ce qui est inconnu. Comment, toi, tu peux expliquer ça par ton expérience? La peur des gens, c'est assez difficile à expliquer. Oui, en fait, tout ce qui est nouveau fait peur au monde, premièrement. Et puis, ce qui est gratuit aussi, souvent, ils pensent que parce que c'est gratuit, ça ne vaut pas grand-chose. Oui, ça, c'est vrai, c'est un fait, sûrement. Mais, je sais pas, en fait, il y a des gens qui sont plus aptes à participer que d'autres. En fait, des gens, par exemple, les étudiants sont ouverts à tout, en fait, plusieurs étudiants. Oui, c'est plus facile. C'est plus facile. Des gens d'un certain âge, par exemple, les gens de l'âge d'art, eux, en fait, ils ont beaucoup de temps libre.
ils veulent se montrer, par exemple, comme la dame qui parle, on voit qu'elle était très intéressée à raconter sa vie, à raconter son passé, par exemple, ce qu'elle a vécu dans sa jeunesse à Annecy. Ces gens-là sont assez facilement atteignables, libres et intéressés à participer à des expériences. Les gens peut-être les plus difficiles à rejoindre, c'est les gens d'un certain âge, 35 à 50 ans peut-être. Eux sont encore très actifs. Et puis, sont plus difficiles à embarquer. Mais il y a toutes sortes de moyens de les rejoindre. Par exemple, je pense à des soirées de la mangeaille qu'on peut faire pour que les gens fassent, par exemple, les biscuits d'Annecy qui seraient choisis par les gens de la communauté, une sorte de vote populaire qui permettrait aux gens même d'aboutir avec le temps à faire des livres de recettes des gens du quartier. Il y a toutes sortes de moyens d'impliquer tout le monde. Parce qu'on a 18 modules, finalement, de prévus, là. Il y en a à peu près 8 qui fonctionnent présentement. Et ça va aller... en s'accentuant tout ça. Dans une expérience comme celle-là, j'imagine que tu dois rencontrer de nombreuses difficultés. Moi, j'ai assisté au spectacle et il y a une chose qui m'a frappée, c'est que, en principe, dans un spectacle comme ça, les gens doivent participer spontanément. C'est ça. Ton but, c'est ça. C'est ça. Bon. Moi, à un moment donné, là, comme spectateur en tout de ce qui s'est passé avant, je suis arrivée peut-être bien naïve finalement, j'avais un peu l'impression que les gens qui participaient étaient déjà prévus d'avance. Ouais. Est-ce que tous ceux-là qui ont exprimé des idées, qui ont participé, étaient vraiment prévus d'avance? Comment tu fonctionnes au sein d'un spectacle qui est organisé finalement? On arrive justement à l'homme anonyme, supposément l'homme nouveau. En tout cas, ce qui arrive, c'est que les gens ont généralement l'impression que c'est organisé d'avance, qu'on a planifié tout ça, qu'il y a un paquet d'animateurs dans la salle, et puis qu'on a dit à tel moment, un tel, toi tu te lèveras debout, tu fais telle chose. Non, c'est vraiment pas ça. Les seuls animateurs qu'il y avait, là, c'est les deux, en fait, si on peut dire des comédiens, entre guillemets, au début, là, le panel sur Annecy, qui est français ou amérindien, là. Et après ça, il y avait la personne d'un certain âge qui, tantôt, a fait le récit historique d'Annecy. Il y avait 3 versions, selon les données historiques, là. Dans les prises, dans les archives, là. Maintenant, non. Les autres, la scène de la salle, on va la voir tantôt, qui nous a prévenu, en fait, qu'elle arriverait, elle, avec son accordéon, qu'à certains moments, elle viendrait jouer. On l'a vu au cours de la soirée, je pense. Oui, c'est ça. Depuis 7 heures, là. C'est ça. Cette personne-là, on ne savait pas quand elle arriverait. C'est drôle, c'est que dans la programmation, là, c'est un peu comme eux, là, ils sont arrivés tout à fait à l'improviste, là, ça a surpris les gens. C'est les macarons d'Annecy, les petits bonhommes macarons, mais qui, eux, à certains moments, prévus dans le spectacle. transpercent l'écran. Oui, Ils ça, sont certainement. prévus, ceux-là. Oui. Ça, c'est prévu d'avance. Eux, ce sont des animateurs. Ils avaient comme but, eux, en fait, sous le couvert de la fantaisie, si on peut dire, d'aller faire sortir le vécu quotidien des gens. Lise me fait toutes sortes de grimaces. Je pense qu'elle a une question à poser. Je ne veux pas me faire l'avocat du diable dans tout ça, mais je voudrais vous demander combien de temps vous pensez, je suis pessimiste là, mais combien de temps pensez-vous pouvoir faire participer des gens dans un truc d'envergure comme celui-là? Il me semble assez difficile de faire une longue participation dans ce genre de choses-là qui, même si ça semble être le quotidien pour vous, ce l'est pas vraiment pour les gens. Moi, je regarde ça pendant que vous discutez, là, et ça me semble pas tout à fait la vie de tous les jours, la vie qu'on mène. Vous allez voir comment ces petits bonhommes-là, qui semblent très fantaisistes, vont arriver à faire parler les gens sur leur quotidien. Faire raconter, par exemple, les contes, les légendes, les chants des gens du milieu qu'ils ont appris durant leur jeunesse, par exemple. Et je pense que ça va être de plus en plus facile. C'est au début que c'est difficile, finalement. C'est d'impliquer, d'embarquer les gens. Une fois qu'ils sont embarqués et qu'ils s'aperçoivent que ça peut leur donner quelque chose, c'est beaucoup plus facile après ça de continuer, selon moi. Je suis un peu sceptique, excuse-moi, Jeannette, dans ce genre d'initiative-là. Je pense, par exemple, à des initiatives dans le style, boycottons les viandes coûtent trop cher. Au début, tout le monde se regroupe, on donne un coup, on boycotte les viandes. Ça dure combien de temps? Il y a une espèce de relâchement, on dirait, dans la participation de groupe après quelques temps. Je peux pas évaluer ça en termes d'heures, de semaines, de mois. Il semble qu'il y a toujours une fin plus proche qu'on l'espère. Mais je pense que ta question amène peut-être un peu l'évolution que Maurice veut donner à son projet, qui finalement est de très longue envergure, mais touche pas juste un quartier. Non, c'est un projet de 5 années, puis voici, dans une première étape, on prévoit la sensibilisation des gens au projet en tant que tel. Qui est faite comment? C'est-à-dire que, comme je disais tantôt, là, en rencontrant les gens partout où ils se trouvent, du bouche à oreille, en fait, les journaux du quartier, les étudiants, les personnes âgées, en tout cas. Bon, et puis par les masses médias aussi. On écoute.
personnes qui restent. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est évaluer un petit peu le nombre d'heures de travail que ça peut demander de rejoindre les gens chez eux, un par un. Je ne parle pas du travail de recherche de médias, d'information, mais seulement le contact humain, ça doit demander une somme d'heures affolante. C'est beaucoup de travail, parce qu'il y a des gens qui sont des participants actifs, eux, on n'a pas de difficulté avec eux, ils viennent d'eux-mêmes. D'autres, il faut aller chercher vraiment, il faut aller les sensibiliser de plus en plus, parce que il y a beaucoup de gens qui sont endormis dans une sorte de confort de la société actuelle, là, et qui sont difficilement implicables. Si on continuait un petit peu, là, si on suivait en fait la ligne où tu étais parti, tu parlais de sensibilisation. Bon. Où est-ce que tu vas? C'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'étape d'apprentissage. Les gens là sont sensibilisés au projet, sont sensibilisés aux différents modules qui existent. C'est là qu'on les rejoint dans leur vie quotidienne. C'est qu'au début, il y avait 7 modules et ils devaient participer à... Il y avait 39 heures d'activité par semaine. Maintenant, si on en met 18 en marche, parce que ça se multiplie, ça fait boule de neige présentement, on peut avoir une idée à peu près des heures d'activité que ça peut impliquer. Mais est-ce que les gens suivent ces activités-là d'une façon régulière? Oui, en fait. Tous ceux qui sont intéressés peuvent les suivre. Ils vont longtemps. Oui, généralement, il y en a même qui vont participer à plusieurs activités, pas seulement un module, par exemple. C'est possible de participer à 2-3 modules. Parce que les modules sont imbriqués les uns dans les autres et les gens peuvent s'intéresser à plusieurs. Et ça, c'est l'époque d'apprentissage. Après ça, on aura vécu peut-être 8 mois, 9 mois ensemble, là. Et on fera on passera à la troisième étape, l'étape de production. C'est-à-dire là, on va tous ensemble mettre en scène, c'est-à-dire chacun à notre façon, là, ce qu'on a vécu ensemble pendant une année, pour programmer la fête théâtrale annuelle. Et après ça, il y aura une période de rétroaction d'1 mois là, qui nous permettra de faire une sorte d'analyse de ce qui s'est passé, d'essayer de programmer une deuxième année. Ça, c'est le programme prévu pour la première année. Ça, c'est pour la première année. C'est ça. Et l'expérience qu'on a vue à l'écran là, pendant toute notre conversation, qui est appelée moi Antique, c'est la première expérience du genre faite dans un quartier? Oui, exactement. Bien, on en a fait plusieurs, mais c'était différent. À ce moment-là, on n'allait pas si loin que ça. Maintenant, c'est prévu pour vraiment durer longtemps et aller en profondeur. C'est plus une étape une période de 5 années. Ça. Et est-ce que tu penses que c'est un temps normal pour arriver à ce que tu veux, qui est une espèce d'éclatement de toute la ville, je pense, finalement, dans le théâtre intégral? Oui, je pense que oui, c'est un noyau. C'est là qu'on voudrait que ça a des ramifications un peu partout. Même à l'échelle internationale, on a déjà commencé des contacts. Mais avant ça, il faut s'enraciner dans la quotidienneté des gens de chez nous, là. Et puis, donner sens de l'appartenance à leur milieu, tenter de les aider à ce qu'ils puissent s'identifier. Et après ça, arriver à se prendre en main, atteindre son autonomie culturelle. Alors, ton but profond, le final, c'est ce que tu viens d'énoncer. Ah oui, faire naître l'homme nouveau qui est à l'intérieur de chacun de nous, un homme libre et créateur, par la participation authentique. C'est beaucoup d'ambition, ça, Maurice. Oui. Ça te fait pas peur, un peu? Bien, pas avec les gens qui participent. Il y a à peu près 50 à 60 personnes qui participent à ce projet-là. Ça ne m'inquiète pas. J'étais seul, ça m'inquiéterait beaucoup. 50 à 60 personnes qui œuvrent donc d'une façon régulière au projet-là pour entraîner les autres à la participation. C'est ça. Mais vous vivez comment, là, pratico-pratique? Ah, bien, il y en a 4 seulement dans le moment qui reçoivent des honoraires, travaillent à plein temps. Et puis, les autres travaillent à demi-temps. En fait, il y en a beaucoup qui sont sur le bien-être social, qui vivent d'assurance chômage. En fait, les gens vivent comme ils peuvent, mais ils veulent surtout apprendre à être et surtout apprendre à devenir. Puis à ce moment-là, peu importe si c'est rémunérateur ou pas. En fait, ce qui est important. Oui. Oui. Dans ma tête, en tout cas, toute initiative de participation a sa petite faille, en quelque part. On a entendu parler de différentes personnes qui avaient certains problèmes. Moi, je vous écoute parler, puis j'ai l'impression que tout ça, c'est rose, que tout ça, c'est beau. J'ai l'impression que ça cache quelque chose. Où est-ce qu'elle est votre faille, à vous? C'est pas si beau que ça. C'est pas facile. C'est beaucoup de travail. Moi, personnellement, je travaille à peu près 6 jours au minimum par semaine, 20 heures par jour. Ça peut donner une idée un peu du travail qu'il y a à faire, puis pour plusieurs, c'est comme ça. Mais c'est pas facile. La participation, c'est jamais facile. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il doit y avoir évidemment beaucoup de problèmes de participation. Oui. Moi, je voudrais, à ce moment-ci, là, inviter les gens à participer, justement, parce que, finalement, la vie qu'on mène, c'est la vie que vous menez avec nous. Et on aimerait ça savoir ce que vous pensez des projets ou des expériences que vivent nos invités de ce soir. Je vais vous donner les numéros de téléphone. Louise est là pour vous répondre. À Montréal, vous téléphonez à 7
790-0921, c'est-à-dire que si vous habitez Montréal, vous téléphonez à 790-0921. Si vous habitez l'extérieur de Montréal, eh bien, vous composez 0 et le code régional de Montréal, c'est 514 que vous demandez à l'opératrice et le numéro, c'est 790-0927. Alors, pour l'extérieur, vous composez 0, vous demandez 514-790-0927. Alors, vous êtes tous les bienvenus, on vous appelle avec beaucoup de plaisir. Et puis, on a hâte de savoir ce que vous pensez de ce que vivent nos invités. Et également, on veut savoir ce que vous voulez, vous autres, par rapport à ce que nous avons à vous offrir. Il faudrait peut-être mentionner que pour ceux qui habitent l'extérieur de Montréal, il faut virer les frais, évidemment. Oui, c'est Radio-Québec qui absorbe les frais, évidemment. Voilà. Je l'avais oublié. C'est très important, je pense. Je crois qu'on a déjà un appel. J'attends le sourire de Louise pour nous indiquer. Bon, alors on va les laisser placoter. J'aimerais ça savoir, on va parler un petit peu de participation, tout ça ensemble. Vous nous avez parlé de votre travail, ce que vous faites, comment vous amenez les gens à participer. Ce qui est revenu beaucoup, c'est la publicité de bouche à bouche, ou enfin de bouche à oreille, pour être plus juste, là. Est-ce que ça vous semble primordial à vous? Oui, Lise. Bon, on va commencer par en prendre. C'est vous qui jouez avec les téléphones, ma chère. Oui. Bon. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. J'ai noté parmi les diverses interventions des invités de ce soir, là, des allusions à des gens ou à des groupements surtout qui les aidaient. On a parlé du clergé avec un certain sourire chez une des animatrices. Il faudrait peut-être savoir que l'accordéoniste dans le spectacle de Maurice Demers, c'était le curé d'une paroisse. Vous pourrez C'était pas un sourire malicieux. Oh, je suis pas sûr. Il y a eu la CSM qui a été mentionnée, il y a eu la Fédération des Heures, il y a eu l'UQAM. On pourrait peut-être ajouter que le Cégep Antique, dans le spectacle Papillon Antique, avait donné une assez bonne contribution. Fort curieusement, ce sont des organismes contre lesquels souvent on déblatère. La question que je voudrais poser, peut-être à Maurice Demers ou aux autres participants, est-ce que c'est pas une espèce de néo-socialisme ou altruisme démocratique qui est en train de naître au Québec? Ma question. Monsieur Demers? Peut-être, oui, j'aimerais souligner, c'est très important ce que M. disait, en fait. Le Cégep d'Antique a participé beaucoup à notre expérience et en fait, on s'en sommes très reconnaissants. Maintenant, voici néo-socialisme. Je pense que oui. Je pense que nécessairement, inévitablement, je pense qu'on se dirige vers ça présentement. On n'a qu'à regarder en fait l'assurance hospitalisation, en fait, l'étatisation à plusieurs niveaux, des gouvernements, tout ça. Je pense qu'on se dirige vers une sorte de monde qui sera entre le socialisme et le communisme, je pense, et le socialisme, en fait, tel que vécu actuellement en Orient, par exemple. Moi, pour ma part, je pense que c'est ça. Est-ce que ça vous satisfait comme réponse, monsieur? Oui, ça va. Peut-être que les autres pourraient aussi en discuter ou bien on peut céder la place aussi à un autre. Bon, alors je vais prendre un autre appel. Merci. Merci, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai la possibilité de parler à la dame qui disait être en tête d'une coopérative ou une des participantes actives, du moins. Oui, certain. Bon, alors, madame, j'aimerais savoir si ça fait effet seulement dans votre district ou si c'est pour tous les gens qui vous écoutent maintenant. De quoi? Est-ce que vous parlez du comptoir alimentaire? Alimentaire, du marché aux puces, enfin, tout ce qui est... Même, ça peut faire pour les trois autres, là, oui, qui ont parlé pendant l'émission. Est-ce que c'est pour tout le monde ou c'est seulement pour chaque quartier bien distinct? On a un quartier bien distinct des autres. De la rue Sherbrooke. Ma mère qui avait parlé aussi, qui disait qu'il y avait des cours gratuits, et puis qu'il y avait une école à son service, là. Oui. Évidemment, si on s'adresse aux gens du quartier, premièrement, c'est parce que c'est là que les besoins se sont fait sentir. Mais c'est évident que tout le monde peut venir, puis c'est bien plus le fun s'il y a des gens qui viennent d'un peu partout, tu sais. Parce que souvent, ce qui fait qu'on ne participe pas, c'est le manque d'information aussi. On ne sait pas où s'adresser, on ne sait pas qui s'adresser, on ne sait pas comment ça fonctionne. Si, du moins, on habite dans un quartier où il n'y a rien, on n'a rien.
Bon, disons que présentement, c'est un début, là. Si vous avez envie de venir aux ateliers, c'est au coin de Boucher et de Rolette. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui pourrait vous répondre. Bon, merci. OK? Merci, madame. Merci, madame. Oui, on pourra pas parler. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'aimerais savoir si Mme Anita, je crois que c'est son nom, si elle donne des cours de dactylo. Non, présentement... Oui, bonsoir. Bonsoir, je suis Anicette Antique. J'étais très intéressé par ce projet-là parce que je n'avais beaucoup entendu parler. Puis là, je me demande le but essentiel de ça, de ce projet-là, pour les masses étudiantes puis tout le quartier qui participe à ça, ce serait à quoi? Arriver à quel but, en principe? Ce serait de permettre à chacun de redevenir créateur. Chacun l'est créateur. C'est inné chez l'homme, ça, de créer. On n'a que regarder, dès l'aube des temps, l'homme a dû survivre, et pour survivre, il devait être créateur. Et il l'était, finalement. Et puis, on veut en même temps permettre à cet homme de s'exprimer librement et d'atteindre l'état de l'homme nouveau. En fait, l'homme nouveau vit à l'état latent à l'intérieur de chacun de nous, et on veut permettre à chacun de l'exprimer. Ah, ben, c'est parfait, ça. Je vous remercie beaucoup. J'essaierai de participer s'il y a d'autres présentations au cégep. Merci. Félicitations pour votre projet. Merci. Bonsoir. Ouais. Il y a une chose dont on pourrait peut-être parler avec nos invités, Lise, c'est que tout ce monde-là travaille dans la participation. Et il serait peut-être intéressant de savoir comment ils voudraient que les gens participent. C'est-à-dire, vous voulez que les gens participent plus, puis quels sont vos moyens à vous autres pour les amener à ça? Maurice fait une expérience qui est, comme le disait Lise tout à l'heure, de grande envergure. Vous avez des projets locaux, mais est-ce que vous avez envie que ça s'étende? Nous autres, notre envie, elle voudrait qu'elle s'étende à tout Montréal. Parce que nous avons visité la coopérative funéraire de Québec. Maintenant, il y en a une qui est établie dans le Lac-Saint-Jean. Puis il y en a une autre qui ouvre dans la BTV la semaine prochaine. Étant donné que les coopératives sont beaucoup meilleurs marchés que les salons mortuaires, ça fait que de même, il me semble que le monde pourrait vivre puis mourir comme du monde. L'amorce de ça, je pense, ce qui serait intéressant, c'est que nous entrions en contact les uns avec les autres et qu'on puisse participer, en fait, ensemble, qu'on puisse collaborer, en fait, qu'on puisse s'enrichir mutuellement. Tous ceux qui font des expériences analogues, finalement, mais le problème, c'est que pour collaborer avec quelqu'un, savoir que ce quelqu'un-là existe, et c'est là le grand malaise au niveau de toutes les coopératives. C'est vrai. Moi, je me demande, par rapport à ça, si vous voyez un rôle que Radio-Québec, lui, pourrait jouer. Il nous reste juste quelques minutes, là. Un autre appel, Lise. Ah, on va reprendre la question après. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Madame, je ne sais pas trop. Moi, je voudrais avoir des nouvelles de la coopérative. Comment fait-on pour entrer dans la coopérative et puis à quelle place que ça se trouve? Bon. Est-ce que vous pouvez me donner encore l'adresse parce que j'ai pris ça en retard un peu? C'est 362 Roi S. 362. Quelle rue vous avez dit? Roi. Roi? Roi, R-O-Y. La rue Roi. La rue Roi, Est. Est. Voulez-vous le numéro de téléphone? Certainement. 284 284 20 20 90. 90. Maintenant, le marché au pouls, là. Marché aux puces. Oui. Pourquoi vous avez dit marché au pouls? En tout cas, c'était des visites, je sais pas quoi. Marché aux puces. Qu'est-ce que c'était ça? C'est une puce. C'est pour aider pour financer la coopérative. Vous pouviez bien rire, vous autres. Est-ce que vous voulez savoir ce que c'est, madame, le marché aux puces? Pardon? Est-ce que vous voulez savoir ce que c'est que ce marché? C'est... À quelle place que ça se trouve, si c'est bien loin de chez moi? Ça dépend où vous demeurez. Je reste dans l'Est. Ah bon. C'est au sous-sol de l'église Saint-Louis-de-France. Hein? Saint-Denis, je pense. C'est Maurice Central, l'église Saint-Louis-de-France. Oui. Saint-Louis-de-France. C'est sur la rue Roi. Ça se trouve... Ça se trouve sur la rue Comme Roi. le père Gédéon, ça se trouve à se trouver... C'est près de la rue Saint-Hubert? C'est entre Berry puis Saint-Hubert. C'est entre Berry et Saint-Hubert. Sur la rue Roi. Je veux tout savoir ça. D'accord? Je vous remercie, vous êtes bien gentil. Bienvenue, madame. Bonsoir. Vous voulez savoir d'autres choses? Vous voulez savoir comment entrer? Bonsoir.
On peut continuer? On peut continuer à donner. Elle voulait savoir comment entrer à une coopérative. Oui. Mais ça, on l'a dit tout à l'heure, qu'il faut vous contacter, travailler 3 heures par semaine. De téléphone, de toute façon, il n'y a pas de problème. Je voudrais revenir à ma question tout à l'heure, pendant qu'il n'y a aucune ligne, là. Comment voyez-vous l'éventuelle, disons, la possible participation de Radio-Québec pour vous aider à faire participer vos propres gens dans vos entreprises, dans vos initiatives locales? Est-ce que vous voyez un rôle possible que Radio-Québec pourrait jouer? Parce que Radio-Québec appartient quand même à tous les Québécois, c'est important de le dire. Premièrement, il faudrait commencer à décloisonner, je pense, à battre les murs et se rendre davantage sur les lieux du vécu quotidien, faire participer les gens, en fait, régionaliser les choses et permettre aux gens, chacune des régions du Québec, d'exprimer leur réalité. En fait, là, on entre dans l'ordre d'idée de la télévision bidirectionnelle, donc ça implique la participation. Ça émane des gens même et non de certains groupes spécifiques, là, ou une minorité. Est-ce qu'il y a des domaines particuliers où vous aimeriez que Radio-Québec travaille plus que d'autres? Je veux dire, en principe et en pratique aussi, notre rôle est d'abord d'éduquer. Mais pour vous autres, ça veut dire quoi? Pour nous autres, de faire connaître les groupes populaires à travers Montréal et la banlieue. Oui. Parce que les groupes populaires, entre eux autres, ne se connaissent même plus. Vous allez dans un quartier, des fois, vous allez trouver 10 groupes populaires. Les 10 groupes populaires ne se connaissent même pas. C'est ça que, s'ils peuvent les faire reconnaître que les groupes populaires, qu'il y ait un contact entre eux autres, ce serait la plus belle chose qu'il y aurait. Je pense, Jeannette, c'est peut-être un petit peu ce qu'on essaie de faire dans la vie qu'on mène. Déjà, ce soir, il y a 4 organismes qui se rencontrent, en tout cas. Je regardais madame tout à l'heure qui parlait de son comptoir alimentaire. Je pourrais dire qu'il en existe à plusieurs places, comme à Pointe-Saint-Charles, il y en a un. À Saint-Henri, il y en a un. Dans la petite Bourgogne, il y en a un aussi. Toute l'ouest de la ville, ont chacun de petits centres communautaires ou bien là, les coopératives alimentaires. Il y en a à peu près 10. C'est vrai que, ouais, je pense que l'idée, l'orientation générale, c'est que c'est très bien. C'est une amorce ce soir. Je trouve ça très intéressant. C'est vrai que ça nous a permis de se connaître et éventuellement qu'on puisse faire des choses ensemble. Mais ça serait de faire partie davantage du processus d'apprentissage de l'existence au lieu d'un produit final, de chercher à faire des produits finalement qui deviennent des spectacles, en quelque sorte, des produits finis, très beaux, mais qui manquent de spontanéité. Je pense ce soir, la spontanéité qu'il y avait ici apportait un cachet différent de ce qui se fait par exemple à la télévision d'État. Je pense que ça, c'est très important et très intéressant. Ça ressemble davantage à l'homme et moins à la machine. C'est moins parfait. Il y a des chances qu'il y ait des temps forts, des temps faibles. L'émission est intéressante, je pense. Il y a aussi un grand problème. Quelque chose à dire? Non, mais c'est vrai ce que monsieur disait. Je trouve que le début de l'éducation, c'est peut-être l'information. Puis tout le monde court toujours après de l'information. On a soif de ça. En partant peut-être. Et puis ce serait peut-être intéressant d'inviter des gens du quartier à un moment donné aussi, plutôt que les animateurs ou des choses. Je pense que c'est dans nos projets très immédiats d'ailleurs de prolonger un petit peu cette émission-là en ayant vraiment des gens sur le terrain. Et puis venir nous voir aussi. Oui, plus souvent. Venez nous voir aussi finalement parce que on est là pour que les gens viennent nous rencontrer. Faut déjà dire bonsoir. C'est déjà terminé. Ça a passé bien vite pour un premier soir. On espère que vous serez de retour demain. Ben oui. N'oubliez pas, demain à la même heure, on va être là. Au revoir. Merci à tous. Va te couper les cheveux! Va péter!
c'est de plaidoirie de n'importe quel. Franchement, c'est de plaidoirie de n'importe quel, mal à la première et sans combat. Nous ne servons l'opposition, je voudrais, moi. Homme de suffisance. Tous les gens qui sont ici sont complices de cette machination. On est en train de faire écouter un fou. Oh! C'est qu'on enseigne dans nos écoles. Vous n'avez pas le droit d'être dans l'école. Tout ça pour vous dire que j'ai pas de ouais, alors je vais payer la d'ailleurs. Ah oui, attendez un peu là. J'arrive. Ouais. J'ai pas de diplôme. J'en veux pas. J'en veux plus. J'en ai déjà voulu, mais j'en veux plus. Et le diplôme. Là, fini. 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 Tu sais, quand tu dis fini, tu finis, hein? Ben, c'est ça. Fuck la carrière, j'en ai que faire. Hey, c'est pas beau ça? Hein? Fuck la carrière, j'en ai que faire. Fuck la carrière, j'en ai que faire. Une autre fois. Hey! Fuck la carrière! Le diplôme, c'est moi. L'université, c'est moi. C'est toi. C'est nous autres. Hein? Fuck la carrière, j'en ai que faire. J'ai le diplôme. À ce enseigne ma Il n'y a rien qu'un bon sens à la terre. Puis ce bon sens-là, il me dit que l'université, c'est la sagesse de tous les hommes, de toutes les cités de l'univers, dans une synthèse, une vérité. Paix sur terre aux coopératives de bonne volonté. OK, bébé? Le chemin de la joie. Un chemin regarde toujours au-dessus de deux montagnes. Deux parallèles s'en vont toujours et s'en viennent toujours en même temps, côte à côte, face à face, partout. Croisant exactement par les mêmes lumières et les mêmes ténèbres, allumant sans cesse et jamais en même temps les plus petites étincelles et les plus grands soleils, éteignant tout le temps, mais jamais en même temps, les plus éclatantes couleurs et les plus faibles. Elles se situent en dehors du dedans et en dedans du dehors simultanément. Une parallèle n'est jamais là où est l'autre. Tout dépend de la place où se pose le point vivant sur la droite de l'infini. Si les deux points respectifs des deux parallèles respectent le même espace en même temps, deux êtres vivants uniques s'identifient dans leur différence. Celui qui a vu le noir et le blanc
visible et de l'invisible. Rien ne sert de marcher dans le soleil si l'on ne peut empiéter son ombre. Certains ont traversé les ténèbres d'un briquet à la nuit. D'autres ont incendié les ténèbres d'un soleil dans la nuit. Nul parallèle n'arrive à son commencement ni à sa fin. La voix parle de tout bord, de tout côté. Au centre du visible et de l'invisible se cache la totalité. L'infinité finale et le différentiel communiquent entre eux. Le serpent d'Ouro un peu a les pieds plats dans son cercle. Un enfant veut toujours que l'on regarde tout pour la première fois. Ça, c'est le principe même de l'éducation. Un enfant veut toujours que l'on regarde tout pour la première fois. Vous comprenez ça, là? Après ça, il n'y a pas besoin de diplôme, besoin de papier. Le propre vie parallèle est de ne jamais se rencontrer. Les chemins regardent tout le temps entre les deux vallées. Le chemin de la joie chemine partout ainsi C'est ça l'affaire. Ah ben ça c'est une bonne affaire. Je suis tout à fait surpris, moi, en tant que parent, de voir où est-ce que c'est qu'on s'en va. Les grands philosophes, les textes philosophiques. Vous, là, le philosophe, envoyez puis renvoyez de partout, là, donnez-nous une chance à nous, les parents, de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer. De toute façon, mes amis, en tant que père de famille, je le sais, j'en ai 4 étudiants, 17 ans, 20 ans, 21 ans et 24 ans. Moi, je la vis l'expérience. Et j'ai l'impression, mes amis, j'espère qu'il y en a des parents ici en masse, qu'il y a aussi des professeurs aussi de mon âge à peu près, disons 35 en mon temps, parce qu'il paraît que ça fait rien que 10 ans que c'est changé le système. Alors, il arrive ceci. Il arrive que, quand je suis allé à l'école, la petite école, que je n'oublierai jamais, la petite école, avec les bonnes sœurs qui m'ont enseigné mon catéchisme. J'espère que ça existe encore. Et ma bonne école primaire, où j'ai été enseigné par les frères. Moi de même! Où j'ai réussi. Et j'estime qu'avec le bagage que j'ai eu, qu'on m'a donné, j'estime que je réussis très bien dans ma vie. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, là? Quelle est votre fonction? Imaginez-vous... je vous pose une question. Quelle est votre fonction sociale? Je vous réponds. Je suis tout simplement, j'aime pas le dire parce que j'ai qualifié ces gens-là, et moi je n'en suis pas un fonctionnaire fédéral. Et pour moi, un fonctionnaire fédéral, c'est quelqu'un qui pense pas, qui parle pas, mais qui fonctionne. Et dans mon cas, je suis pas d'accord avec leur façon de voir les choses. Les provinciaux sont pareils! Les provinciaux sont pareils! Le système a eu son bon dans le temps. Et j'estime que s'il était un peu mieux contrôlé, s'il était un peu mieux organisé, ça irait peut-être mieux dans notre société. Il est complètement changé, Pensées conservatrices! Je regrette, mes pensées conservatrices sont toujours les bonnes. Est-ce que ici, là? Il y en a des professeurs ici qui peuvent penser comme moi un peu. Mais il y en a beaucoup qui pensent le contraire aussi. Il y en a plus, même! Mais je regrette. Ah, mais ceux qui pensent pas comme ça, dites-les donc, ouais. Dites donc ce que vous avez à dire, vous, monsieur, vous applaudissez. Penses-tu, ce gars-là? Pense pas y est pensé.
Moi, ce que je pense qu'il faut accepter le changement d'abord. Puis peut-être que quand on ne sait pas encore où est-ce qu'on s'en va, au moins accepter dans le temps où on s'en va, peut-être de ne pas savoir, mais accepter de chercher, par exemple. Je suis d'accord avec ce qui s'est fait autrefois. Je ne veux pas donner tout ce qui s'est fait autrefois. J'essaie de voir ce qu'il y a de bon, mais je voudrais quand même continuer à avancer. Alors, pensons! Vous, madame, ici, vous êtes à peu près dans mon âge, 25 et 35. Plus jeune que vous? Oui, je suis dans l'enseignement. Je pense un peu comme le jeune collègue. Il faut changer. Approchez votre microphone. Approchez. Je pense qu'il faut changer, mais je pense un peu comme vous aussi. Il faut un petit peu savoir où on s'en va. La sécurité. On va beaucoup de sécurité. Oui. Oui. Moi, je suis la système de la sécurité, qu'est-ce que vous voulez, là? J'ai vécu dans la sécurité. Penser directement d'une manière totale, ça peut pas se Mais faire. je trouve que M. Paris n'a pas dit exactement ce qu'il pensait encore. Je te le passe de moi. Oui, peut-être, mais autant ne pas savoir où m'en aller puis y aller pareil que de savoir où m'en aller puis y aller de reculons. Bravo! Ça, je suppose que ça vient d'un étudiant. Non, professeur! Moi, je suis professeur! Ah, vous êtes professeur. Eh bien, j'ai l'impression que même si vous voulez essayer d'aller quelque part, vous n'avez pas l'air à savoir du tout où vous allez. Ouais, mais le professeur qui vient de parler, là, est-ce qu'il applique vraiment ce qu'il dit? Ben non. Est-ce qu'il arrive avec son affaire? Les banques payées là. Non, même eux, s'il vous plaît. Quand c'est dans le monde actuel, on essaie de faire ce qu'on possible, puis c'est sûr qu'on ne sait pas ce qu'on va aller. C'est bien comme ça, parce que je pense que c'est ce type d'avancement. Je fais comme pas les choses trop structurées. Il y en a une qui a dit cette phrase 3 fois. Ouais. Dans le ministère fédéral, je fonctionne. Mais écoutez, si les professeurs fonctionnent, je regrette infiniment. Mais là, je ne marche pas en tant que parent. Et j'espère que les professeurs... Moi, je suis professeur, je fonctionne pas, je fais fonctionner. J'espère que les professeurs seront du montant, qu'ils auront un peu plus de relation humaine avec leurs élèves, qu'ils essaieront de comprendre les problèmes des élèves. Il y avait moins de gens qui faisaient fonctionner, peut-être que tout le monde fonctionnerait ensemble. Il y a un homme d'affaires ou une mère de famille qui aurait quelque chose à dire là-dedans? Est-ce qu'il y a une mère de famille qui peut dire quelque chose? Oui. Savez-vous, moi, j'essaierais de moins comparer notre temps avec le temps actuel, parce qu'en fait, j'ai avancé moi aussi, même si j'ai connu la loi. Et puis, c'est drôle, moi, je me tourne toujours vers l'avenir sans déprécier ce qu'on a vécu, parce que ce qu'on a vécu ne sera jamais vécu par les jeunes d'aujourd'hui. Et je me demande pourquoi est-ce qu'on compare tant les deux temps. C'est pas comparable, il n'y a pas de comparaison possible. Et vous, madame, vous êtes une toute jeune mère, ce que je peux voir. Donc, pardon, j'ai la personne. Et ce que je pense, c'est ceci. C'est que vous ne voulez pas faire de comparaison. Alors, ne voulant pas faire de comparaison... Ça ne se compare pas, monsieur. Votre éducation, l'éducation que vous avez eue, madame, est-ce que vous avez enseigné à ce point-là? J'en suis très fière. Bon, alors, si vous en êtes très fière, madame, vous êtes pas inquiète de voir la jeunesse aller de nos jours, madame? Non, la formation qu'on a eue, nous autres, c'est drôle, on est tous surpris. Des jeunes viennent, même des jeunes comme vous, là, qui sont surpris de voir leurs enfants. Imaginez-vous quand vous avez un enfant de 7-8 ans qui contrôle les parents, par exemple. Ça en est rendu grave à ce moment-là. Ah oui, les parents doivent être étudiés par leurs enfants. Voulez-vous, je vais vous situer mes enfants de l'âge de 11 ans à 24 ans. J'en ai qui terminent à l'université cette année et ça descend, comme ça. Bon, pensez-vous que vos parents, vous, ne vous disaient pas la même chose à vous que ce que vous pensez de vos parents, de vos enfants aujourd'hui? Vos parents, vous, étaient sûrement dépassés par les idées que vous émettiez dans votre jeune temps. Alors, c'est la même chose qui se produit aujourd'hui. Pourquoi comparer la façon? Au fond, c'est toujours la même façon d'éduquer. Oui. Il faut vivre dans notre temps. On voit qu'on apporte trop d'importance à la sécurité.
considère que ce sont les parents qui n'ont jamais voulu embarquer. Je parle pour les parents. Ça fait des années qu'on demande aux parents d'embarquer dans le système, de s'occuper des jeunes. Les jeunes ont dit, ne vous occupez pas de nous autres, on va s'organiser. Il reste donc une chose à faire, c'est d'embarquer avec les jeunes, comme parents. Les jeunes-là, les jeunes aujourd'hui se cherchent. Les gens aussi qui se cherchent, ça ne veut pas dire qu'ils ne trouvent pas. Ils trouvent, mais il y a l'impression qu'on trouve avec eux autres. Mais la dignité de l'éducation, c'est pas chercher, c'est trouver. Parce que c'est ni le passé, ni le futur qui importe, c'est le présent. Vous établissez des comparaisons entre des valeurs anciennes et des valeurs futures, mais tout ça n'est pas vrai. L'école, elle se fait actuellement à l'instant même. Vous êtes à l'école, c'est tout. Je m'excuse, mais on nous dit souvent dans votre temps. Puis on a déjà commencé à nous dire ça, nous autres, dans notre temps. Moi, quelqu'un me faisait remarquer l'autre jour que notre temps, c'est aujourd'hui. On devrait arrêter de dire dans notre temps, dans votre temps. Que j'ai 50, 60 ou 70 ans, mon temps, c'est aujourd'hui. Pardon, je suis parent. Je suis parent. Vous êtes parent? Je suis parent. Oui, mais en plus, je suis conseiller en relation de travail. Ah, ok, voilà. Ça serait bien beau si tout le monde était heureux, si tout le monde était trouvé, si tout le monde était tourné vers la paix, si tout le monde était correct. Mais ça serait bien beau aussi si on savait dans quoi on vit, dans quoi on veut embarquer les enfants. Pourquoi on veut tout préparer ce beau pour eux autres, vers quoi on dirige ce beau-là. Les enfants, c'est peut-être pas cette beauté-là, ces grandes valeurs qu'on proclame là qui veulent. Est-ce qu'on en a entendu? Moi, je crois que les parents pensent au passé. À partir du moment où un homme ou une femme devient un parent, j'ai l'impression qu'il se sent vieux. Puis ça, là, c'est tout à fait anormal. Les parents devraient être jeunes. Si un parent qui ne réussit pas à collaborer avec son enfant est tout à fait incapable de comprendre ce qui se passe dans le domaine de l'éducation. Ici, dans l'escalier, il y a un tas de gens. C'est vers eux que je dirige mon doigt. Vous, madame, qui souriez, puis vous dites, que pensez-vous des parents? Vous devriez voir. Êtes-vous une mère? Vous n'êtes pas mère. Puis vous vous sentez créatrice. Vous enseignez, madame. Vous enseignez. Vous parlez d'école. Vous croyez aux structures, madame. Il en faut. Donc, ce qu'on nous dit ici, principal d'école, il faut pas faire l'école pour les structures. Mais il faut faire des structures pour l'école, madame. Ah, faudrait l'entendre, il faut il y a des gens dans l'escalier qui disent qu'il faut des gants. Vous êtes les premiers à poser des camps très rigides, messieurs les jeunes. Descendez vous exprimer, madame, sinon vous n'auriez pas compris. C'est un défi qu'on vous lance. Descendez là-bas.
Monsieur le professeur. Oui, excusez, je suis bien tanné de toi. Bon, monsieur le professeur, s'il vous plaît, est-ce que vous auriez la bonté de reprendre la première phrase? Parce que il y a une madame ici, là, elle n'avait pas dit de million. OK. Je devrais parler